Bonsoir tout le monde, aujourd'hui le sujet principal ça va être les airdrops et je vais vous montrer en direct comment on peut aller farmer ces airdrops. Donc j'ai un wallet qui est prêt, je vais faire les transactions avec vous, si ça mérite pas un petit pouce bleu, je sais plus quoi dire. Allez, avant de voir ça, on va quand même commencer par les news habituelles. FTX pourrait potentiellement renaître, alors il y a un moment on parlait de GTX, un truc qui allait être comme FTX, mais il y a un G à la place. Et là du coup il y avait CryptoPixel qui avait fait une question, est-ce que vous êtes prêt à utiliser FTX si la plateforme était relancée? CryptoFuture du coup lui il serait pour, il n'y a pas de mal, hein, je comprends totalement le point de vue, je vois ce qu'il veut dire en fait en disant ça. Je peux pas m'empêcher de transposer ça à soit des faits du monde réel, que je ne dirais pas pour des raisons évidentes, mais j'ai pris quand même un autre exemple après avec Luna. Luna ils ont relancé un token, ça a jamais pris, je suis désolé. Je vois pas du tout un nouveau FTX d'un bon oeil, en tout cas bon, ça n'avance que moi, mais moi j'irai pas mettre mes sous dessus, donc j'ai rien à craindre, je m'en fiche. Tant pis pour ceux qui vont dessus, mais je sais pas, je suis pas convaincu par l'idée. Pour ceux qui suivent du coup mon aventure, mon portefeuille 2023, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, j'avais un objectif, c'était de revenir aux 5000 $ sur le portefeuille, c'est plié. Alors j'étais à 3000 et des poussières, j'avais commencé l'année à 3000, donc j'avais déjà quand même bien commencé, hein, j'avais gagné quelques centaines de dollars, mais là l'airdrop d'Arbitrum, c'est bon, hop, il a tout rempli, l'objectif c'est plié, et du coup là comme j'ai reçu cet airdrop, je réfléchis un petit peu à quoi en faire, donc là dans le mois d'avril il y aura au moins une vidéo par semaine où je vous montre ce portefeuille, et voilà, si vous aimez en fait ce live là, ça va peut-être vous donner envie d'aller voir cette série de vidéos, parce que ce que je vais faire dans ce live ça va être exactement comme dans mes vidéos, je vais vous montrer comment on interagit directement avec la DeFi, etc. Voilà, c'est juste le principe, j'ai de l'argent, je le mets sur la DeFi et je vous montre tout, comment je fais le suivi, etc. Toujours par rapport à Arbitrum, il s'est passé quand même en termes de données un truc de fou hein, sur cet airdrop, c'est abusé la différence entre l'airdrop d'Arbitrum et celui d'Optimism. Vous voyez là la petite mèche là, ici sur Optimism, c'est le nombre de transactions qu'il y a eu le jour du lancement de l'airdrop d'Optimism. C'est ridicule à côté de Arbitrum ici. Et je crois que le jour justement du airdrop, c'était le combien déjà? C'était le 23 ou 24 mars? J'en souviens plus. 24 mars je crois. Il y a eu 3 fois plus de transactions que sur Ethereum. Et ce thread est très intéressant. Il y a plein d'autres données qui comparent l'airdrop de Arbitrum et d'Optimism. Enfin, ça en dit long en fait sur Arbitrum et Optimism. C'est bien Optimism, j'ai encore des cryptos sur cet écosystème, mais quand même, c'est waouh, c'est abusé les datas qu'on a eu sur Arbitrum. Et pour ceux qui étaient là à l'airdrop, j'ai jamais vu des frais aussi élevés sur Arbitrum. J'avais genre 12 Gwei, une transaction ça coûtait 8 balles. C'était cher, mais bon, ça va, je pouvais me le permettre quand même pour récupérer tout ça, ça allait. Euler Finance, j'en avais parlé parce qu'il y a un hack sur Euler Finance, c'est une plateforme comme AAV, il y a eu 200 millions de dollars quasiment qui ont été retirés, et le hacker dans la semaine, la semaine dernière plutôt, il avait rendu 51 000 Ethereum, incroyable, la moitié de ce qui a été volé. En l'occurrence, il y avait un protocole qui émet un stablecoin, le AGE Euro, qui était exposé à ce crash. J'en avais un petit peu à ce moment-là. Franchement, j'ai fait un mauvais move, j'ai vendu mes AGE Euro quand c'était la tourmente. J'avais aucune idée que le hacker allait rendre les fonds, donc sur le coup c'était pas un mauvais move, mais voilà, après coup j'aurais mieux fait de pas vendre mes AGE Euro, j'ai fait un peu de perte. Heureusement ça va, il n'y en a pas eu tant que ça, et puis après il y a eu l'airdrop d'Arbitrum, donc franchement je suis pas à plaindre. Mais vous voyez que là ça se porte mieux pour le token le AGE Euro de Angle. Il est pas encore totalement peg, alors il vaut plus d'$1 parce que c'est un stablecoin euro évidemment, et c'est autour de 1,08$ en ce moment. Donc ça revient petit à petit, mais là, vu qu'il y a une très grosse partie des sous qui ont été rendus à Euler Finance, je m'en fais plus trop pour le AGE Euro. Et hier, il était même autour de 1,1$, je crois. Je l'ai long un petit peu sur la DeFi. Voilà, en mettant des USDC dans une pool de liquidité. Parce que j'ai pas envie d'être exposé 100% au AGE Euro. Un autre truc aussi, c'est que le hacker a envoyé des messages on-chain pour s'excuser. Voilà, je vous mets les traductions françaises. Je ne voulais pas, mais j'ai joué avec l'argent des autres, les emplois des autres, la vie des autres. J'ai vraiment merdé, je suis désolé. Do Kwon qui a été arrêté au Monténégro, ça encore une fois, je pense que vous l'avez vu passer, mais c'est une très bonne chose. En tout cas, j'espère qu'il va être serré, Daniel Shin, parce que je lui fais pas confiance du tout. Bref, mais ça vous avez bien compris. MicroStrategy, Michael Saylor qui continuera de nous étonner, mais qui a fait un bon move, puisque ils avaient fait un prêt à Silvergate pour pouvoir long Bitcoin.
Enfin, si je me trompe pas, hein, c'est pour ça qu'ils avaient fait le prêt, c'était pour pouvoir racheter du Bitcoin et avoir encore plus de BTC. Bah, Silvergate, je sais pas s'ils ont fait faillite exactement ou s'ils ont été rachetés ou quoi, mais il me semble qu'ils ont bien fait faillite. Hein. Du coup, forcément, pour rembourser sa dette, il a eu un beau discount et il a pu rembourser sa dette pour 160 millions de dollars, alors qu'il devait que 205 millions de dollars. Voilà, jolie plus-value. C'était pas prévu hein, pour MicroStrategy, mais ça leur profite et en même temps, je sais pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas, en même temps, ils avaient acheté du Bitcoin. Voilà, une moyenne de 23 000 dollars et des poussières par BTC. Ça les amène à 139 000 BTC quasiment. Jusqu'où ils vont s'arrêter? C'est assez fou. Après, c'est pas la plus grosse baleine, hein, parce que bon, on a Satoshi Nakamoto tout en haut, mais il devrait pas toucher ses BTC. Et on a le fonds de Grayscale. Je sais plus combien il y a de BTC, mais c'est facile. Il n'y en a pas au moins le double ou le triple de MicroStrategy. La semaine dernière, on a vu Binance qui avait suspendu le trading spot pendant 1 heure. Des problèmes internes. Sur le coup, c'était pas très grave. Est-ce que c'est lié avec la deuxième news de Binance et CZ qui se font poursuivre par la CFTC. Ils se font poursuivre par rapport à des violations de régulation. Voilà, Binance un petit peu dans la tourmente. Moi, je m'en fais pas trop pour l'instant. Après, tant qu'on n'a pas plus de news, je m'avance pas trop. Mais voilà, c'est pas comme avec FTX où là, mes BNB par exemple, je vais pas les vendre, je vais les laisser sur Binance. Ils sont bien où ils sont. Hein. De toute façon, s'il y a un gros problème avec Binance, mes BNB, que ce soit sur Binance ou pas, c'est la même. Hein, ils iront à zéro. Toujours sur les plateformes centralisées, il y a Brian Armstrong, donc le CEO de Coinbase, qui a dit qu'il voulait bien lancer, qu'il voudrait lancer un stablecoin indexé à l'inflation. Pas sûr que ça arrive, mais pourquoi pas? Je crois que ça existe déjà des projets comme ça sur la DeFi, mais je suis pas sûr à 100%. Et Base, du coup, la blockchain de Coinbase, le layer 2 de Coinbase, ce serait un bon point de départ pour lancer ce stablecoin, je pense. PancakeSwap V3 qui sera lancé le 3 avril, donc on aura l'occasion d'en reparler dans le prochain live. C'est cool, ça avance, j'aime bien PancakeSwap, donc on va voir ce que ça va donner, mais j'imagine que la V3 de PancakeSwap va ressembler à la V3 d'Uniswap, hein, avec les poules de liquidité à fourchette, les poules de liquidité avec des NFT, etc. On verra bien. Le mainnet, donc le réseau principal du coup de Polygon ZK EVM est lancé. Alors en ce moment, entre ZK Sync et Polygon ZK, c'est un petit peu le buzzword du moment sur la crypto. D'ailleurs, Vitalik Buterin a fait la première transaction là sur Polygon ZK. C'est cool. En tout cas, on va parler de ZK Sync puisque c'est cet airdrop que je vais vous montrer comment on pourrait potentiellement le farmer. Il n'y a pas de certitude qu'il y a un airdrop. C'est comme Arbitrum en fait, hein. Genre ils auraient quand même pas mal de bonnes raisons de faire un airdrop, c'est pas une garantie, mais du coup je vais vous montrer les bonnes pratiques qu'on peut faire si on veut essayer de se qualifier un potentiel airdrop. Évidemment le jour où on saura qu'il y a un airdrop sur ZK Sync, s'il y en a un, ce sera trop tard. Ce qui définit qui peut recevoir un airdrop, ça se fait par rapport à une capture d'écran, tout le monde dit capture d'écran donc je le dis aussi, en anglais on dit snapshot, et en gros c'est on s'arrête à tel moment, à telle heure, telle minute, telle seconde sur la blockchain, on regarde toutes les adresses qu'elles ont fait, etc. Et celles qui ont interagi, on va dire, 5 fois avec la blockchain, qui ont dépensé tant, etc. Et ils seront potentiellement éligibles à un airdrop. Donc Connect, j'en parle dans ma vidéo sur les airdrops. Ça fait 1 an qu'ils avaient annoncé un token et il n'y a rien qui s'est passé depuis. Ça fait plus d'1 an et là, il y a très peu de temps, ils ont refait entièrement leur interface, leur mécanisme aussi, le bridge fonctionne plus de la même façon. Dernière chose, ça c'est juste une petite blague que j'ai vu passer, mais ça c'est le graphique de Silicon Valley Bank. On dirait beaucoup le graphique du Squid Game Token pour ceux qui auraient vécu ça sur la DeFi. C'est assez ouf de se dire que c'est une action d'une banque qui est passée de plus de $200 à 42 centimes. Avant quand même de commencer par cette casting, je vais vous parler de 2 airdrops potentiels, mais je vais surtout vous montrer comment on peut ajouter des blockchains sur MetaMask parce que ça va être utile pour plus tard, même si moi je vous conseille plutôt Rabby Wallet. Je préfère Rabby Wallet, c'est plus sympa, mais on ne pourra pas utiliser ZK Sync dessus, c'est pas compatible. Il faut qu'il l'ajoute en fait, on ne peut pas ajouter des blockchains manuellement sur Rabby. Donc on va faire avec MetaMask. Donc pour ajouter une blockchain, on va sur chainlist.org, on tape le nom de sa blockchain. Moi j'ai déjà ajouté ZK Sync et Ramainnet. J'ai aussi ajouté
ajouter le Polygon ZKEVM pour une prochaine fois. Je vais aussi ajouter Arbitrum One. Tac, connect wallet. Bah, laisse quand tu veux. Hop, voilà, on connecte son wallet. On clique sur ajouter à MetaMask. Ça se fait tout seul et voilà. Voilà, j'ai un peu d'Ether sur Arbitrum sur ce portefeuille-là. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, Meson, je suis pas convaincu à 100% qu'il y aurait un airdrop dessus. Mais quand même, il y a des choses qui sont sympas sur Meson. C'est le fait de pouvoir bridger des cryptos avec aucun frais ou très peu de frais. Là, je vais prendre un exemple au pif. Tac, $500 de la Binance Smart Chain Arbitrum, 0 frais. Et c'est 0 frais de bridge, mais aussi 0 frais de transaction. Vous avez juste quand même à approuver un stablecoin. Pour le coup, là, il faudra payer des frais. Mais pour faire la transaction qui vous fait envoyer des stablecoins, là, il faudra juste faire une signature. Et pour ceux qui utilisent la DeFi, une signature, ça coûte aucun frais. Là, je vais sur le deuxième protocole dont je vais vous parler par rapport à un airdrop, Arbitrum One. Je vais me connecter. Et je précise un truc aussi, c'est que dans la DeFi, un des trucs les plus risqués, c'est les bridges. Mais ce qui est risqué, c'est d'apporter des liquidités sur un bridge pour que les gens puissent les échanger. En utiliser un, c'est pas risqué en soi. Petite chose avec Meson, on peut passer d'un stablecoin à un autre. Par contre, on a un petit peu de frais en faisant ça. Vous voyez que sur $50, j'ai 5 centimes. Hein. Franchement, c'est rien du tout. Par contre, j'ai pas d'USDT. Mais comment je vais faire si j'ai pas d'USDT sur Arbitrum? Eh ben, je vais utiliser MinFinance, que je vais vous mettre aussi dans le chat. Attendez. Donc, MinFinance, c'est un protocole dont j'ai déjà parlé aussi sur ma chaîne YouTube. Ça vous permet de faire des DCA. C'est hyper bien foutu. Vous n'avez pas besoin de payer des frais à chaque fois. En plus, vous payez des frais qu'une seule fois au début et qu'une seule fois à la fin pour récupérer vos cryptos. Donc, le DCA marche bien dessus. S'il y a un souci, on peut même l'arrêter en plein milieu. Voilà. Vous avez cette fonction qui est sympa. Mais vous avez aussi la fonction de swap. Donc, c'est comme le méta-agrégateur de DeFi Llama. Sauf que là, c'est le méta-agrégateur de MinFinance. Il fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que si je veux convertir une crypto contre une autre crypto, eh ben, il va regarder le meilleur chemin possible sur des plateformes qui comparent en fait des chemins possibles. Donc c'est un comparateur de comparateurs. C'est la matrice dans la matrice, c'est incroyable. Alors, attention quand même, ça je parle d'expérience. MinFinance, il utilise une source qui s'appelle Odos. Odos, c'est de la merde. Odos, c'est clairement de la grosse merde. Je sais pas trop ce que c'est le problème avec Odos, mais à chaque fois, il trouve des retours qui sont totalement pétés sur une crypto. Vous voyez qu'il me les échange quasiment tous pour en dessous de 50 USDT, si j'échange mes 50 USDC. Et lui, il n'y a pas de souci. Hein. Il me fait même gagner 50 centimes. En fait, il trouve un chemin qui est pas possible sur la blockchain. Et quand vous allez essayer de passer la transaction, ça va pas marcher. Et dans le pire des cas, vous allez payer des frais de transaction pour rien. Parce que la transaction va quand même se faire, mais elle pourra pas passer. Bref. Donc moi, je vais me mettre sur OneInch parce que j'ai plus confiance en OneInch. Et il y a un autre truc aussi, c'est OpenOcean. Voilà, OpenOcean, des fois, il dit n'importe quoi. KyberSwap, ça lui arrive de dire n'importe quoi. Quand vous avez un de ces trois-là, faites attention quand même, vous pouvez payer des frais pour rien. Comme d'habitude, ça c'est bien, j'avais pas réutilisé MetaMask depuis longtemps. On approuve que ce qu'on a besoin de dépenser, en tout cas on peut se le permettre sur des petites blockchains. Sur Ethereum, les frais sont chers donc je vous le conseille pas forcément. Même sur la Binance Smart Chain en vrai, c'est cher. Hein. J'ai mes USDT et je vais les renvoyer sur Polygon. Vous voyez que dans la manip, j'ai perdu 2 centimes en dollars. J'ai perdu aussi quelques frais de transaction sur Arbitrum, etc. Mais là, je me suis potentiellement qualifié à 2 airdrops en fait. MinFinance et Meson. Et si jamais vous voulez croquer encore plus d'airdrops, j'ai fait une vidéo récemment. Voilà. On va aller voir du côté d'Arbitrum les réquisitions qu'il fallait par rapport à l'airdrop. Oui, je sais que je suis éligible sur cette adresse-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Premier critère, bridger des cryptos sur Arbitrum. Et aussi sur Arbitrum Nova, mais ça je l'ai pas fait. Franchement, il n'y a pas de minimum là. Donc même $1 techniquement c'est bon. Ensuite, transaction overtime. Faut avoir fait des transactions sur 2 mois différents, 6 mois différents ou 9 mois différents. Pareil, là il n'y a pas de minimum. Fréquence de transaction et nombre d'interactions. Donc c'est jusqu'à 4 transactions, 10 transactions, 25 transactions. Spoiler, hein, j'ai été éligible à ça, mais j'ai pas fait 25 transactions. Parce que moi j'étais dans la deuxième catégorie, j'ai interagi avec plus de 25 smart contracts. En fait, quand vous utilisez des bridges, des agrégateurs, etc., ça va vous faire interagir avec plusieurs smart contracts d'un coup. Alors là, je précise, hein, c'est les critères d'Arbitrum. Tous les airdrops ne fonctionnent pas comme ça. Mais parfois, vous n'avez pas besoin d'avoir des gros montants pour être éligible. Fallait avoir fait des transactions avec une valeur totale de plus de $10 000. Faut y arriver. Avec quelques milliers de dollars, c'est facilement atteignable. Et on peut même gratter les 50 000. Avec quelques centaines, on peut gratter les 10 000, je pense, si on fait beaucoup de choses sur Arbitrum. Mais de toute façon, avec quelques dizaines de dollars, à part pour farmer un airdrop, il n'y avait pas d'intérêt à utiliser Arbitrum. Les frais sont trop élevés. Il y a la quantité de crypto que vous avez bridgé. Et aussi l'activité sur Arbitrum Nova, mais ça, c'est à part. Il y avait 2 blockchains pour le prix d'une. C'est pas parce que Arbitrum a ses critères que Zcash vont avoir les mêmes, mais on peut quand même comparer parce que Zcash c'est
aussi un écosystème. Donc ces transactions qui laissent des traces sur la blockchain, hein, le fait de bridger une crypto, etc., c'est bon à faire en fait. Il ne faut pas trop s'inquiéter du minimum, je pense. Après, ça c'est mon avis. Peut-être qu'ils vont dire que les gens qui ont échangé moins de $1000, vous n'êtes pas éligible. Et allez vous faire voir. À mon avis, c'est pas comme ça. Généralement, quand même, ils essayent de toucher un minimum de monde. Donc les critères sont pas ultra inatteignables. Voilà. Bon, peut-être qu'au moment où je vous parle, la snapshot a déjà été faite, que mon live ne sert à rien et qu'il n'y a aucune chance de se qualifier un airdrop de ZK-Sync. Hein. Faut quand même le garder à l'esprit aussi. Hein. Et peut-être qu'il n'y aura jamais d'airdrop aussi. Mais bon, on verra bien. La première chose à faire, ça va être d'utiliser MetaMask. Où il y a sûrement d'autres wallets qui sont utilisables avec ZK-Sync, mais moi je préfère quand même MetaMask dans ce cas-là. Vous ajoutez ZK-Sync en utilisant Chainlist. Donc, vous connectez votre MetaMask, vous cliquez sur le bouton, ça s'ajoute tout seul, c'est très facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir bridger des cryptos sur ZK-Sync. Bon, je sais déjà où il faut aller, mais la meilleure source pour trouver les bridges, etc., c'est d'aller directement sur le site de la blockchain, hein, ecosystem.zksync.io si vous voulez l'URL complet. Et là, on peut voir qu'il y a des bridges qui sont ici. Vous voyez, ils sont catégorisés par le petit tag ici, bridge. C'est important aussi de savoir un truc, c'est avec quelle crypto on paye ses frais de transaction sur ZK-Sync. En l'occurrence, c'est un layer 2 d'Ethereum, donc on paye en Ethereum. Voilà, tout simplement. Là, je suis plus sur Chainlist. Là, je suis sur Orbiter Finance. Est-ce qu'il y a... Ah, il y a un mode nuit. Attendez, désolé. Je préfère les modes nuit. Là, ce que je vais faire, en fait, ici, ça va être de bridger de l'Ethereum d'Arbitrum. Mais je pourrais le bridger d'une autre blockchain. Hein. Je pourrais partir de Polygon, d'Optimism, d'Ethereum, de la Binance Smart Chain aussi. Attention, il y a deux ZK-Sync. Il y a ZK-Sync ERA et ZK-Sync Lite. C'est le testnet. Donc, utilise vraiment ZK-Sync ERA. Je vais bridger cette quantité-là d'Ether d'Arbitrum à ZK-Sync. Vous voyez qu'on n'a pas de... Normalement, il n'y a pas de frais. Regardez. Ah, il y a un tout petit peu de frais. Autant pour moi, il y a un tout petit peu de frais sur le bridge d'Orbiter. Je vais voir si Multichain fait mieux. Il y a un peu plus de frais sur Multichain, donc pour de l'Ethereum, je ne vous conseille pas de passer par Multichain. Utilisez vraiment Orbiter Finance. Et voilà, si vous voulez les liens, encore une fois, être sûr d'être sur les bons liens, allez sur le site de ZK-Sync Ecosystem et vous aurez tous les liens officiels vers tous les protocoles, vous n'aurez pas de soucis. Par contre, c'est la toute première fois que j'utilise ce bridge. Hein. Je ne l'ai jamais utilisé auparavant, donc j'espère que ça va bien se passer. Ah, il y a un petit peu de frais là, vous voyez, 0,001. Ah, je paye peut-être moins en fait ici, finalement, sur Multichain. Hein, c'est la première fois que j'utilise ce bridge, donc je suis pas au courant. Mais je vais recevoir 0,3 Ether et je vais envoyer 0,031. Bah en fait, vaut mieux passer par Multichain, regardez. Parce que là, je vais pas recevoir 0,03, je vais recevoir 0,0304. Bon, je vais utiliser Multichain, je vais envoyer 0,031 Ether. Et le temps que ça se fasse, à mon avis, on a le temps d'attendre. Il y a écrit temps estimé 3 à 30 minutes. Là, vous allez voir la différence. Je vais vous faire ça en direct, vous allez être stupéfait. Là, je vais bridger des Ethers d'Arbitrum à ZK-Sync. Donc, je passe la transaction. Tac. Pas besoin d'approuver parce que c'est de l'Ethereum. Hein, c'est avec ça qu'on paye les frais de transaction. Et je vais convertir mes USDT contre des USDC. Alors, forcément, ça va aller plus vite que le bridge de Multichain. Mais mes sons auraient été plus rapides. De toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure. Pas besoin que je refasse la démonstration. Je choisis 1 inch. Ça va. Ça me plaît bien. Ok. Il est d'accord avec ça. Et j'ai presque fait de l'arbitrage. Hein, je suis presque revenu à mes 50 USDC de départ. Hein. Maintenant que c'est échangé, je peux aller sur Multichain. Encore une fois, je vais ouvrir deux Multichain. Donc, j'ai mes USDC. Et je vais les bridger en utilisant Multichain. Par contre là pour l'USDC il y a 90 centimes de frais. C'est 90 centimes, c'est ça quasiment, c'est la norme sur Multichain en fait. Sur plein de blockchains c'est 90 centimes de frais. Le temps que ça arrive, on va aller voir directement ce qu'il y a sur l'écosystème de ZK-Sync. Donc on est toujours sur le site écosystème ZK-Sync. Là j'ai mis directement Live on ERA, comme ça il n'y a pas 15 milliards de protocoles qui sont pas du tout sur ZK-Sync, genre Anchor, 1 inch, en tout cas c'est pas encore dessus. Donc on regarde ce qui est Live on ERA. Ça aura sûrement changé au moment où vous regarderez la rediff, les gens sur YouTube, mais en ce moment, pour l'instant, il y a tout ça. C'est déjà pas mal. Bon, dans l'eau, il y a un peu de la merde, mais c'est déjà pas mal. Donc, allez, on va commencer par Mute, parce qu'il m'inspire bien. Ça a l'air pas mal. Je connais pas du tout. Hein. Je suis en pleine découverte en même temps que vous. Donc, on a des pools de liquidités sur Mute. Sympa les APR. Regardez, 108% APY, pas APR, attention, pas pareil. 108% APY sur de l'USDC Ethereum, c'est pas dégueu. Par contre, il y a des pools où il n'y a pas grand chose, mais c'est des shitcoins, donc c'est pas grave. Par contre, il y a plein de cryptos qui commencent par ZK. Genre, déjà, juste d'office, je vois un truc qui commence par ZK, je mets pas de sous dessus. Hein. Donc, le mieux ici, ce serait d'aller déposer des liquidités dans l'USDC ETH. D'ailleurs, est-ce que j'ai reçu mes USDC? Oui, j'ai reçu mes USDC. Vous voyez, ils sont là, c'est magnifique. On va pouvoir faire le zinzin. J'aimerais bien, est-ce qu'il y a un protocole de prêt et d'emprunt sur ZK-Sync ERA? Je ne pense pas. On a un autre truc avec des pools de liquidités. Je vais voir d'abord un peu tout ce qui existe et ensuite je vais interagir. Il y a surtout une pool ici, Ethereum USDC encore une fois.
Il y a 106% APR. Ah, c'est APR. Ah, mais c'est des frais. C'est comme Uniswap en fait ici. Ici, c'est comme Uniswap. Ça veut dire qu'on va pas avoir, on va pas récupérer un shitcoin. On va avoir que des frais. Ok, why not. Bon, en tout cas, si ça arrive à faire autant de frais avec 8 millions de TVL quasiment, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges en ce moment sur ZK-Sync. Il y a beaucoup de volume. C'est bon ça. C'est bon signe honnêtement. Après, il y a plein de paires avec zéro volume, mais regardez combien il y a de déposés dessus aussi. Qu'est-ce que vous voulez? On va pas s'attendre à grand chose. Quand vous mettez sur la pool Stake Viking, voilà. C'est quoi cette pool? On a quoi d'autre? Nexon Finance. Hein, quoi? Ok, c'est cool. Nexon Finance, ça a l'air d'être un protocole de prêt d'emprunt. Sauf que pour l'instant, c'est trop early. Il y a rien à faire. On peut juste déposer des USDC. Ok. Mais du coup, comment on fait pour emprunter? Faut déposer des USDC et en emprunter? Parce que je peux pas emprunter gratuitement des USDC, on s'en doute bien. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'emprunté et il n'y a rien dans Supply. Donc je suis même pas sûr que ce soit déjà utilisable. On peut déposer des USDC. Supply, genre 10 USDC. A priori, ça a l'air bon. A priori, ça a l'air faisable de déposer des USDC. Mais bon, j'ai aucun intérêt à le faire, donc je vais attendre un peu plus. Alors, mais oui, mais j'ai vu ce truc. Il y a des trucs qui sont sur Ethereum, des trucs qui sont sur Matic, j'ai l'impression. Enfin, là, on est clairement sur des pools Ethereum. Comment ça marche? On va connecter notre wallet. Connectons. Ok, on signe une transaction. Enfin, on signe. Oui, on signe une transaction. Ça coûte pas de frais. Eh ben, je l'ai signé ton truc. Enable, si tu veux, vas-y. Enable ce que tu veux, je m'en fous. Mais il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Ok, ça a l'air d'être vraiment éclaté au sol, ça. Enfin, je sais pas, mais pour l'instant, j'ai un mauvais a priori sur Rhino Finance. Je me suis fait avoir. Il n'y a pas ZK-Sync. C'est BSC, Arbitrum, Polygon, Ethereum. Mais ça, c'est rare, les projets qui sont multi-chain et qui regroupent tout au même endroit. J'aime Swap. Petit fork de sushi, ça se voit à des kilomètres. Ah bah, y a rien pour l'instant. Bon. En plus, l'interface, elle fait pitié et tout. Franchement, ça, j'y toucherai pas. Honnêtement, je pense que j'y toucherai pas. Bon, alors qu'est-ce qui me tente le plus? Mute, ça a l'air pas mal en vrai. Mute, ça a l'air pas dégueu. Bah, on va pouvoir se rendre compte des frais de transaction sur ZK-Sync. Allez, je vais choisir Mute. Il y a une pool là avec 108% d'APY. J'ai envie d'aller ajouter des liquidités. Donc, tout simplement, ajouter liquidités, USDC, Ethereum. Alors, on a des pools stables et des pools normales. Là, a priori, je suis pas sur une pool de stablecoin, donc on va mettre normal, manage. Et là, je choisis combien j'ajoute. Je vais mettre genre $10 et l'équivalent en Ether. Attention, il faut pas déposer tous ces Ethers. Vous voyez, j'en ai 0,0304. Il faut pas tout déposer. Ça vous sert à payer les frais de transaction. Faites pas les fifous. Alors peut-être que c'est pas du tout suffisant et que dans les conditions pour ZK-Sync, il faudra forcément avoir interagi avec des milliers de dollars, etc. pour être éligible. Peut-être que je fais ça pour rien, mais bon, au moins je vous montre comment ça marche. Vous avez déconné, c'est pas possible. $4. J'aurais juste dû faire un swap. Bon, bah pour ceux qui voulaient farmer l'airdrop en même temps, est-ce que ça vous freine pas un petit peu? Moi, ça me freine à $4 de frais. Allez, vas-y, je la fais pour la science. C'est bon, ça m'a sauvé, c'est pas passé. C'est bon, ça va pas passer. Bah écoutez, allez, on fait quand même un F5. Je réessaye une dernière fois pour la science. Mais moi, franchement, les pools de liquidité, ça peut être bien. Mais moi, je vous conseille plutôt de faire des swaps. Dans ce cas-là, approuve. Comment ça, refunded? Oh là, l'ascenseur émotionnel. J'étais descendu là quand j'ai vu les $4 et d'un coup, pouf, j'ai touché le plafond. J'étais remboursé. Comment ça se passe? Alors, sur MetaMask et comme sur tous les wallets, on peut les voir affichés sur l'explorateur. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche leur truc? Alors, ça c'est mon adresse ici, la 0x230. On voit que j'ai bien envoyé mes Ethers et mes USDC sur la pool. T'as une adresse qui m'a envoyé de l'Ether pour me rembourser mes frais, j'imagine. J'ai plus d'Ether qu'au début. Attendez, quoi? J'avais cette quantité d'Ether, voilà. Je vais retirer ce que j'ai mis dans la pool. J'ai mis cette quantité dans la pool, donc normalement, il me reste cette quantité d'Ether sur mon portefeuille. Mais j'ai payé des frais de transaction. Donc normalement, je devrais avoir encore moins d'Ether que ça. On est d'accord, jusque-là, vous m'avez suivi. Attendez, j'ai l'impression qu'il m'a remboursé plus que ce qu'il me devait. J'ai combien d'Ether? Ah non, il m'a pas remboursé plus. Il m'a pas remboursé plus, j'ai moins. Mais j'ai quand même pas bien compris là. Attendez, wallet. Mais non, je les ai reçus sur mon adresse. Faut pas que je fasse une transaction pour les réclamer. Mais du coup, c'est Mute qui fait ça ou c'est sur tous les protocoles que vous pouvez récupérer des frais? S'il y en a qui ont déjà testé ZK-Sync. J'ai envie d'échanger un token. Je vais récupérer des frais en faisant ça ou pas? Il y a un truc que je dois pas comprendre avec l'explorateur de blockchain. Regardez, là c'est combien je paye ma transaction, $1,46, mais j'ai reçu cette quantité d'Ether. Ça, elle est plus grande, vous voyez? Elle est 2 fois plus grande. Donc j'ai reçu $3. Je pige pas. Il y a ma transaction qui vient de s'ouvrir là. Là j'ai payé $3 pour swap. C'est tellement cher par contre. Donc si c'est promotionnel ça, ou si c'est juste sur Mute qu'on est remboursé des frais, moi je vous dis ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup cette blockchain. Les USDC, je les ai échangés contre cette quantité d'Ether. Il est au Mute. Tac, je vais rééchanger mes Ethers contre des USDC. Je vais me faire avoir, je vais forcément perdre quelques centimes, voilà. J'ai perdu 14 centimes. Ça a l'air d'être assez rapide. Franchement, ça va vite. Donc j'avais 0,23 Ethereum et des poussières.
Ah non, maintenant j'ai 0,022. Bah il y a vraiment un truc que je comprends pas dans les frais remboursés. Hein. Il y a vraiment un truc que je pige pas. Hein. C'est trop bizarre. C'est pas logique. C'est pas si cher, mais est-ce que c'est ça sur tous les protocoles? Ou est-ce que c'est que sur Mute? Et ben on va bientôt le savoir. Il m'en reste 18 et des poussières. On peut apporter au maximum $500. Ça va, je suis largement en dessous. Approuvons. On va approuver. Suivant. Approuver. Donc là, franchement, je prends mon temps. On va voir. Est-ce que je vais être remboursé aussi sur les frais de transaction? J'en sais rien. Hop, je dépose. 1,89. Ah, c'est un peu moins cher quand même. C'est un petit peu moins cher. Et là, vous voyez, j'ai pas reçu d'Ethereum. Hein. Ah, mais si, juste ici, je suis aveugle. Donc on est remboursé sur nos transactions. Et ça, je pige pas. Hein. Par contre, je pige pas le remboursement parce que j'ai quand même moins d'Ether. Donc ma théorie, en fait, et à mon avis, ça a l'air logique. Vous voyez, MetaMask, il m'avait affiché que je payais 1,89$ d'Ethereum. Mais quand je suis sur l'explorateur, il me met 56 centimes. En réalité, j'ai payé 1,89$ et il m'a tout simplement mis la somme soustraite ici. Vous voyez, il a dû prendre en compte les Ethereum que j'ai reçus. Je pense que c'est ça. Je vois pas l'intérêt de, du coup, dépenser des frais pour les récupérer après. Enfin, pour en récupérer une partie. Je vois pas du tout l'intérêt. Autant juste avoir des transactions moins chères directement, non, c'est pas plus simple. Et là, c'est comme sur GMX, etc. Hein. Vous pouvez faire du trading avec levier directement sur ZK-Sync si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la rediff qu'il y aura sur la chaîne YouTube parce que les premiers jours, je passe sur la vidéo et je vois s'il y a des commentaires et j'y réponds. Donc, n'hésitez pas. À mardi prochain. Bonne soirée à tous et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ça fait énormément plaisir. Du coup, on croise les doigts aussi hein, pour les airdrops. Hein, on verra. Et on en reparlera de toute façon si c'est tombé. Et salut tout le monde. À mardi prochain.